Correspondance, Martine Jacob. Correspondance est consacrée aujourd'hui au plus grand mystificateur de la littérature française du XXe siècle, à celui qui a été l'unique écrivain à obtenir 2 prix Goncourt, à la barbe du jury qui ignorait alors que Émile Ajar, qu'il venait d'élire prix Goncourt 1975 pour La vie devant soi, n'était autre que Romain Gary, qui avait déjà reçu un Goncourt en 1956 pour Les racines du ciel. Romain Gary qui naît le 21 mai 1914 en Lituanie, qui est élevé par une mère plus qu'aimante, abandonné par son père. Il arrive à Nice à l'âge de 14 ans avec sa maman, puis part faire des études de droit à Paris, demande et obtient la naturalisation française en 1935, puis sera incorporé dans l'aviation en 1938, héros de la Résistance au cours de laquelle il avait pris le pseudonyme de Gary. Son véritable nom était Roman Cassieff. Romain Gary deviendra diplomate en 1945, puis sera surtout le grand écrivain, couronné en 1956 pour son premier prix Goncourt avec Les racines du ciel. En 1937, Romain Gary rencontre une jeune journaliste suédoise qui s'appelle Christel Söderlund et il en tombe passionnément amoureux. Voici une lettre de Romain Gary à Christel. Nice, le 6 septembre 1937. Christel, ma lointaine, ton petit cheval est ravissant, il restera toujours sur mon bureau, à côté de ta photo. Et Gösta Berling sera toujours mon livre de chevet, et tes yeux sont ce qu'il y a de plus bleu sur terre, et tes cheveux sont plus blonds que ceux de Gösta. Je ne peux pas les oublier, petite Christel, je ne peux rien oublier. Aime-moi, veux-tu? Un tout petit peu? En tout cas, mens-moi, dis-moi que tu m'aimes même si ce n'est pas vrai. Il est 1h du matin, je viens de me baigner, je suis rentrée dans l'eau, là où, tu sais où? J'ai nagé loin, très loin, j'ai eu peur, et je pensais à toi tout le temps. Puis je suis allée boire une fine dans un petit bistrot, tu sais là où tu as dit oui. Maintenant je suis fatiguée, j'ai le cafard. Romain Gary s'exprime en allemand. Ich will so, aber so in deinen Armen jetzt sein, weißt du? Aber nein, du weißt es nicht. Du kannst nicht wissen. Dieser Brief wird ein Liebebrief sein. Du willst das nicht, ich weiß. Du liebst mich nicht, ich weiß. Wie kannst du mich lieben? 3 Tage? Du kennst doch mich überhaupt nicht. En voici la traduction. Je voudrais tant être dans tes bras, tu sais. Mais non, tu ne le sais pas. Tu ne veux pas le savoir. Cette lettre est une lettre d'amour. Tu ne le veux pas, je sais. Tu ne m'aimes pas, je sais. Combien peux-tu m'aimer? 3 jours? Tu ne me connais pas du tout. En ce moment, tiens, j'ai envie de me saouler la gueule. J'écrirai cette nuit. Je vais continuer un roman policier que je dois livrer en décembre. J'ai déjà tué 3 personnes. Avec l'argent, 2000 francs, j'irai à Stockholm. Si tu permets. Ou plutôt non, je n'irai pas à Stockholm, j'irai à Christel. Si Christel permet. J'habiterai 14 Blasieholmsburg. Es-tu libre à Noël? Est-ce que je peux venir le 23 décembre? Ou plus tôt, ou plus tard? Ou pas du tout? Écris-moi, je t'aime, petite fille, tu sais. Romain Cassieff. Il fait trop chaud. Je ne peux pas dormir. Je vais prendre un canot à la Grande Bleue et je vais passer la nuit en mer. Cette journaliste suédoise dont Romain Gary est fou amoureux est déjà mariée. Elle a des enfants. La relation cessera et Christel retournera en Suède. 14 avril 1938. Une lettre à Christel. Ma petite fille douce, mauvaise, bonne, unique. Je me sens si affreusement triste et seule que ta lettre, au lieu de m'égayer, m'a fait presque mal, m'a rendue plus triste encore, et j'ai envie de pleurer comme un idiot. Si seulement je pouvais savoir que tu es à moi seule, à moi, rien qu'à moi, des pieds à la tête, de tout ton corps, que je vois, comme si tu étais là,
couché près de moi, comme si je le caressais encore. Partout, fillette, partout. De mes lèvres, de mes dents, de mes doigts. Christelle, 10 jours sont passés depuis que tu es partie, et maintenant peut-être, tu sais mieux, tu me vois mieux si vraiment tu es à moi seule, comprends-tu? Si toi et moi, c'est vraiment ça aussi seulement, c'était autre chose. Je sais que tu es égoïste et que tu m'aimes dans la mesure où ça te fait plaisir, mais je voudrais savoir si c'est quelque chose de plus fort que toi, si tu peux vraiment tout quitter pour être à moi, ou s'il s'agit seulement de ce genre d'amour dérisoire et charmant auquel il est agréable de céder de temps à autre, comme Goethe ne l'a pas écrit. C'est très beau, Christelle, le chocolat de luxe, et avec moi, je le crains, il y aura fort peu de chocolat, fillette, et encore moins de luxe. Christelle, souviens-toi que les choses au monde que je respecte le plus sont l'honneur et la droiture. Souviens-toi que si je t'aime comme femme, c'est aussi parce que je t'aime comme homme, et qu'un de nos 2 amours n'ira jamais pour moi sans l'autre. Il est très difficile d'être un homme. Mais s'il y a quelque chose qui compte dans la vie, s'il y a quelque chose de vraiment sacré, c'est ça, être un homme. C'est dans la mesure où tu le seras, ou que tu t'efforceras de l'être, car c'est peut-être impossible, que tu seras toujours toute proche de moi, même si des milliers de kilomètres nous séparent. C'est par cette volonté dure d'arriver à être un homme que tu seras toujours au sens le plus beau de ce mot, ma femme. J'ai peur, Christelle. J'ai peur que tu ne comprendras pas ces quelques mots qui ont pour moi une si grande importance. J'ai peur aussi que ces mots soient impossibles à comprendre en ce moment à Vienne. Si je te les écris, c'est parce que désespérément, je cherche quelque chose qui pourrait te rapprocher de moi. Et rien, jamais, ni le mariage, ni l'amour, ni les enfants ne te rapprocheront de moi plus que ça. L'effort d'être un homme. C'est par cet effort, par cette volonté dure, par cette aspiration à la dignité humaine, à la condition humaine, que ton sang, Christelle, sera dans mon sang, ta pensée dans ma pensée, et ta main, fillette, dans ma main. Il y a peut-être trop de grandes lettres, trop de majuscules dans ce que je te dis là, mais ce ne sont pas des grandes lettres, des grands mots, ce sont de grands sentiments, et il ne faut pas avoir honte. Et puis nous sommes seuls en ce moment, toi et moi. Personne ne nous écoute, nous pouvons parler tranquillement. Il y a bien cette horrible musique, mais je te parlerai dans l'oreille, comme ça. Il faut vivre pour cela, Christelle. Il faut travailler, lutter pour cela, il faut aimer pour cela. Je dis aimer, non pas faire l'amour. Je voudrais être cet amour et que cet amour pour moi t'aide dans l'effort. Mais peut-être trouveras-tu un autre homme qui t'aide mieux, plus que moi. J'en serais heureux, quoique malheureux. En tout cas, Christelle, n'oublie jamais cela. Rejette loin de toi l'amour qui n'enrichit pas, qui ne t'aide pas à être, à devenir homme. Je serais tellement heureux si je pouvais t'aider. Mais il faut d'abord voir clair en toi-même. Ce que je te conseille demande beaucoup, beaucoup plus de courage que tu ne le crois. Ça n'a rien à voir avec le plaisir et presque rien avec le bonheur. En tout cas, pas pour les gens qui croient, les malheureux. Que le bonheur, c'est seulement le maximum de plaisir. Le bonheur, mon bonheur, c'est un chemin très dur. Sur ce chemin, il n'y a pas Saxe, il n'y a pas Bissens, il n'y a pas Lillebrough, il n'y a personne. Il faut du courage pour marcher seul sur ce chemin-là, mais je te propose de marcher à 2, avec moi. Je crois que tu seras capable un jour de marcher sur ce chemin. Je l'ai pensé quand je t'ai vu marcher dans la montagne, pieds nus. Te souviens-tu? Dans quelques jours, je t'enverrai une photo. Toi et moi sur ce chemin-là, oui. Ne t'étonne pas. Il faut travailler, ma lointaine. Il faut étudier, être seul, lutter, souffrir beaucoup, dans l'effort, et mépriser les hommes qui envoient des chocolats de luxe. Mon Dieu, je suis bête. Je t'ennuie. Non, peut-être, je ne sais pas. Quelquefois je doute. Je pense que je ne serai pas entendue. Tu es tellement blonde. J'ai parlé beaucoup trop. Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer. Je suis un imbécile, mais un imbécile qui t'aime. Romain. Dans un tout autre registre que celui de l'amour, voici une lettre parue en mars 1968. Une lettre à un éléphant. L'éléphant a toujours été pour Romain Gary le symbole pacifique et gigantesque d'une nature primitive. Il estime que ce qui est bon pour l'éléphant l'est aussi pour l'être humain. Alors voici la lettre à l'éléphant. Monsieur et cher éléphant, vous demanderez sans doute, en lisant cette lettre, ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation, tel est bien sûr
ce motif. Depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison, car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes. C'est dans une chambre d'enfant, il y a près d'un demi-siècle, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Nous avons pendant des années partagé le même lit, et je ne m'endormais jamais sans embrasser votre trompe, sans ensuite vous serrer fort dans mes bras, jusqu'au jour où ma mère vous emporta en disant, non sans un certain manque de logique, que j'étais désormais un trop grand garçon pour jouer avec un éléphant. Il se trouvera sans doute des psychologues pour prétendre que ma fixation sur les éléphants remonte à cette pénible séparation et que mon désir de partager votre compagnie est en fait une forme de nostalgie à l'égard de mon enfance et de mon innocence perdue. Et il est bien vrai que vous représentez à mes yeux un symbole de pureté et un rêve naïf, celui d'un monde où l'homme et la bête vivraient pacifiquement ensemble. Des années plus tard, quelque part au Soudan, nous nous sommes de nouveau rencontrés. Je revenais d'une mission de bombardement au-dessus de l'Éthiopie et fis atterrir mon avion en piteux état au sud de Khartoum, sur la rive occidentale du Nil. J'ai marché pendant 3 jours avant de trouver de l'eau et de boire, ce que j'ai payé ensuite par une typhoïde qui a failli me coûter la vie. Vous m'êtes apparu au travers de quelques maigres caroubiers et je me suis cru d'abord victime d'une hallucination, car vous étiez rouge, d'un rouge sombre, de la trompe à la queue. Et la vue d'un éléphant rouge en train de ronronner assis sur son postérieur me fit dresser les cheveux sur la tête. Et oui, vous ronronniez. J'ai appris depuis lors que ce grondement profond est chez vous un signe de satisfaction, ce qui me laisse supposer que l'écorce de l'arbre que vous mangiez était particulièrement délicieuse. Il me fallut quelque temps pour comprendre que si vous étiez rouge, c'est parce que vous vous étiez vautré dans la boue, ce qui voulait dire qu'il y avait de l'eau à proximité. J'avançai doucement, et à ce moment, vous êtes aperçu de ma présence. Vous avez redressé vos oreilles, et votre tête parut alors triplée de volume, tandis que votre corps, semblable à une montagne, disparaissait derrière cette voilure soudain hissée. Entre vous et moi, la distance n'excédait pas 20 mètres, et non seulement je pus voir vos yeux, mais je fus très sensible à votre regard, qui m'atteignit, si je puis dire, comme un direct à l'estomac. Il était trop tard pour songer à fuir. Et puis, dans l'état d'épuisement où je me trouvais, la fièvre et la soif l'emportèrent sur ma peur. Je renonçai à la lutte. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises pendant la guerre. Je fermais les yeux attendant la mort, ce qui m'a valu chaque fois une décoration et une réputation de courage. Quand j'ouvris de nouveau les yeux, vous dormiez. J'imagine que vous ne m'aviez pas vu, ou pire, que vous m'aviez accordé un simple coup d'œil avant d'être gagné par le sommeil. Quoi qu'il en soit, vous étiez là. La trompe molle, les oreilles affaissées, les paupières abaissées, et je m'en souviens, mes yeux s'emplirent de larmes. Je fus saisi du désir presque irrésistible de m'approcher de vous, de presser votre trompe contre moi, de me serrer contre le cuir de votre peau, et puis là, bien à l'abri, de m'endormir paisiblement. Une impression des plus étranges m'envahit. C'était ma mère, je le savais, qui vous avait envoyé. Elle s'était enfin laissée fléchir, et vous m'étiez restitué. Je fis un pas dans votre direction, puis un autre. Pour un homme aussi profondément épuisé que j'étais à ce moment-là, il se dégageait de votre masse énorme, pareil à un roc, quelque chose d'étrangement rassurant. J'étais convaincue que si je parvenais à vous toucher, à vous caresser, à m'appuyer contre vous, vous alliez me communiquer un peu de votre force vitale. C'était l'une de ces heures où un homme a besoin de tant d'énergie, de tant de force, qu'il lui arrive même de faire appel à Dieu.
Je n'ai jamais été capable de lever mon regard aussi haut. Je me suis toujours arrêtée aux éléphants. J'étais tout près de vous quand je fis un faux pas et tombé. C'est alors que la terre trembla sous moi et le boucan le plus effroyable que produirait 1000 ânes en train de braire à l'unisson réduisit mon cœur à l'état de sauterelle captive. En fait, je hurlais moi aussi, et dans mes rugissements, il y avait toute la force terrible d'un bébé de 2 mois. Aussitôt après, je dus battre, sans cesser de glapir de terreur, tous les records des lapins de course. Il semblait bel et bien qu'une partie de votre puissance se fût infusée en moi, car jamais homme à demi-mort n'est revenu plus rapidement à la vie pour détaler aussi vite. En fait, nous fuyions tous les deux, mais en sens contraire. Nous nous éloignions l'un de l'autre, vous en barrissant, moi en glapissant. Et comme j'avais besoin de toute mon énergie, il n'était pas question pour moi de chercher à contrôler tous mes muscles. Mais passons là-dessus, si vous le voulez bien. Et puis quoi ? Un acte de bravoure a parfois de ces petites répercussions physiologiques. Après tout, n'avais-je pas fait peur à un éléphant ? Nous ne nous sommes plus jamais rencontrés. Et pourtant, dans notre existence frustrée, limitée, contrôlée, répertoriée, comprimée, l'écho de votre marche irrésistible, foudroyante, à travers les vastes espaces de l'Afrique, ne cesse de me parvenir, et il éveille en moi un besoin confus. Il résonne triomphalement comme la fin de la soumission et de la servitude, comme un écho de cette liberté infinie qui hante notre âme depuis qu'elle fut opprimée pour la première fois. J'espère que vous n'y verrez pas un manque de respect si je vous avoue que votre taille, votre force et votre ardente aspiration à une existence sans entrave vous rendent évidemment tout à fait anachronique. Ainsi vous considère-t-on comme incompatible avec l'époque actuelle. Mais à tous ceux parmi nous qui échurent nos villes polluées et nos pensées plus polluées encore, votre colossale présence, votre survie contre vents et marées, agissent comme un message rassurant. Tout n'est pas encore perdu. Le dernier espoir de liberté ne s'est pas encore complètement évanoui de cette terre. Et qui sait, si nous cessons de détruire les éléphants et les empêchons de disparaître, peut-être réussirons-nous également à protéger notre propre espèce contre nos entreprises d'extermination. Si l'homme se montre capable de respect envers la vie, sous la forme la plus formidable et la plus encombrante, allons, ne secouez pas vos oreilles et ne levez pas votre trompe avec colère, je n'avais pas l'intention de vous froisser, alors demeure une chance pour que la Chine ne soit pas l'annonce de l'avenir qui nous attend, mais pour que l'individu, cet autre monstre préhistorique encombrant et maladroit, parvienne d'une manière ou d'une autre à survivre. J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où y a pas d'éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président? M'ont demandé mes enfants, en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a. Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA. Ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA? Où est-ce que c'est l'ENA? Est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est au Kenya? Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est? C'est derrière la prairie. Bon, maintenant ça suffit. Ils commencent à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir, Morissette et Fredo qui se grattaient le dos. Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire, ça aurait pu être pire. On a eu de la chance, qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Nous on vit bien au chaud, au fin fond de la brousse. On se pousse au bord de l'eau, et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent. L'œil tout rond pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas lent, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est l'ENA?
Il y a des années, continue Romain Gary, j'ai rencontré un Français qui s'était consacré corps et âme à la sauvegarde de l'éléphant d'Afrique. Quelque part, sur la mer verdoyante, houleuse, de ce qui portait alors le nom de territoire du Tchad, sous les étoiles qui semblent toujours briller avec plus d'éclat lorsque la voix d'un homme parvient à s'élever plus haut que sa solitude, il me dit « Les chiens, ce n'est plus suffisant. Les gens ne se sont jamais sentis plus perdus, plus solitaires qu'aujourd'hui. Il leur faut de la compagnie, une amitié plus puissante, plus sûre que toutes celles que nous avons connues, quelque chose qui puisse réellement tenir le coup. Les chiens, ce n'est plus assez. Ce qu'il nous faut, ce sont les éléphants. Et qui sait, il nous faudra peut-être chercher un compagnonnage infiniment plus important, plus puissant encore. Je devine presque une lueur ironique dans vos yeux à la lecture de ma lettre, et sans doute dressez-vous les oreilles par méfiance profonde envers toute rumeur qui vient de l'homme. Vous a-t-on jamais dit que votre oreille a presque exactement la forme du continent africain ? Votre masse grise semblable à un roc possède jusqu'à la couleur et l'aspect de la terre, notre mère. Vos cils ont quelque chose d'inconnu qui fait presque penser à ceux d'une fillette, tandis que votre postérieur ressemble à celui d'un chiot monstrueux. Au cours de milliers d'années, on vous a chassé pour votre viande et votre ivoire, mais c'est l'homme civilisé qui a eu l'idée de vous tuer pour son plaisir et faire de vous un trophée. Tout ce qu'il y a en nous d'effroi, de frustration, de faiblesse et d'incertitude semble trouver quelque réconfort névrotique à tuer la plus puissante de toutes les créatures terrestres. Cet acte gratuit nous procure ce genre d'assurance virile qui jette une lumière étrange sur la nature de notre virilité. Il y a des gens qui bien sûr affirment que vous ne servez à rien, que vous ruinez les récoltes dans un pays où sévit la famine, que l'humanité a déjà assez de problèmes de survie dont elle doit s'occuper sans aller encore se charger de celui des éléphants. En fait, ils soutiennent que vous êtes un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. C'est exactement le genre d'argument qu'utilisent les régimes totalitaires de Staline à Mao, en passant par Hitler, pour démontrer qu'une société vraiment rationnelle ne peut se permettre le luxe de la liberté individuelle. Les droits de l'homme sont eux aussi des espèces d'éléphants. Le droit d'être d'un avis contraire, de penser librement, le droit de résister au pouvoir et de le contester, ce sont là des valeurs qu'on peut très facilement juguler et réprimer au nom du rendement, de l'efficacité, des intérêts supérieurs et du rationalisme intégral. Dans un camp de concentration en Allemagne, au cours de la dernière guerre mondiale, vous avez joué, monsieur et cher éléphant, un rôle de sauveteur. Bouclés derrière les barbelés, mes amis pensaient aux troupeaux d'éléphants qui parcouraient avec un bruit de tonnerre les plaines sans fin de l'Afrique, et l'image de cette liberté vivante et irrésistible aida ces concentrationnaires à survivre. Si le monde ne peut plus s'offrir le luxe de cette beauté naturelle, c'est qu'il ne tardera pas à succomber à sa propre laideur et qu'elle le détruira. Pour moi, je sens profondément que le sort de l'homme et sa dignité sont en jeu chaque fois que nos splendeurs naturelles, océans, forêts ou éléphants, sont menacés de destruction. Demeurer humain semble parfois une tâche presque accablante, et pourtant, il nous faut prendre sur nos épaules au cours de notre marche éreintante vers l'inconnu un poids supplémentaire, celui des éléphants. Il n'est pas douteux qu'au nom d'un rationalisme absolu, il faudrait vous détruire afin de nous permettre d'occuper toute la place sur cette planète surpeuplée. Il n'est pas douteux non plus que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus de place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots. Nous ne réussirons jamais à faire de nous entièrement notre propre œuvre. Nous sommes condamnés pour toujours à dépendre d'un mystère que ni la logique, ni l'imagination ne peuvent pénétrer, et votre présence parmi nous évoque une puissance créatrice dont on ne peut rendre compte en des termes scientifiques ou rationnels, mais seulement en termes où entrent teneur, espoir et nostalgie. Vous êtes notre dernière innocence. Je ne sais que trop bien qu'en prenant votre parti,
Mais n'est-ce pas tout simplement le mien ? Je serais immanquablement qualifié de conservateur, voire de réactionnaire, monstre appartenant à une autre époque préhistorique, celle du libéralisme. J'accepte volontiers cette étiquette en un temps où le nouveau maître à penser de la jeunesse française, le philosophe Michel Foucault, annonce que ce n'est pas seulement Dieu qui est mort disparu à jamais, mais l'homme lui-même, l'homme et l'humanisme. C'est ainsi, monsieur et cher éléphant, que nous nous trouvons, vous et moi, sur le même bateau, poussés vers l'oubli par le même vent puissant du rationalisme absolu. Dans une société vraiment matérialiste et réaliste, poètes, écrivains, artistes, rêveurs et éléphants ne sont plus que des gêneurs. Je me souviens d'une vieille mélopée que chantaient des piroguiers du fleuve Tchari en Afrique centrale. Nous tuerons le grand éléphant, nous mangerons le grand éléphant, nous entrerons dans son ventre, nous mangerons son cœur et son foie. Croyez-moi, votre ami bien dévoué, Romain Gary. C'était la lettre à l'éléphant, signée Romain Gary, et parue dans le Figaro littéraire en mars 1968. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.